bienvenue. Aujourd'hui, nous rencontrons Alexis Goldberg. Il est directeur commercial France au sein d'Engie Solutions et également vice-président de l'association Viaceva. Cette association promeut les réseaux de chaleur et de froid en France auprès du grand public. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser au dessous des réseaux de chaleur. Ces réseaux dont on ne parle pas souvent maillent notre territoire et sont un des enjeux majeurs de la transition énergétique. Alexis Goldberg, merci de nous accorder cet entretien. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est un réseau de chaleur ? C'est très simple, hein. C'est un système de production de chaleur qui va être mutualisé. Cette chaleur, elle va se présenter sous forme d'eau chaude ou de vapeur. Elle va être véhiculée via un réseau qui va innerver généralement une ville, un territoire. Et ce réseau, il va se raccorder à des bâtiments via ce qu'on appelle une sous-station. Donc c'est en fait un échangeur thermique qui va permettre d'échanger la chaleur qu'on a du réseau qui part des centrales de production vers les bâtiments. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on retrouve un autre réseau qui, lui, va desservir les logements. On va pouvoir à la fois chauffer le logement et ça va aussi servir de chauffage pour l'eau chaude sanitaire. Et là, je vous parlais de réseau de chaleur. On pourrait également parler de réseau de froid qui embarque en fait le même système, c'est-à-dire une production, un réseau de distribution et puis un raccordement aux bâtiments qui vont être connectés à ce réseau. Par rapport aux besoins de chaleur en France, quelle est la part de la chaleur produite par les réseaux de chaleur? Alors aujourd'hui, le marché de la chaleur en France, ça représente à peu près 30 TWh. Quand on parle de chaleur, c'est aussi bien de la chaleur pour le résidentiel, mais ça va aussi être de la chaleur process, par exemple pour les industries. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est le mettre en perspective avec le besoin énergétique à l'échelle française. Il est de l'ordre de 1600 TWh. Dans ces 1600 TWh, en fait, la chaleur, elle va quand même représenter près de 42%, environ 600 TWh. Et les réseaux de chaleur, actuellement, délivrent 30 TWh sur ces 600 TWh. Donc vous voyez qu'en fait, la chaleur urbaine, aujourd'hui, ça représente 5% de la demande. La moyenne en Europe, c'est environ 12%. Donc en fait, on n'est pas dans les meilleurs élèves européens. Cela étant, si on regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, on est passé de 400 réseaux de chaleur à près de 900. On a plus que doublé le nombre de réseaux de chaleur en France. Quel regard vous portez sur toutes les actions de sobriété, d'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments? Est-ce que vous le pensez comme un frein au développement des réseaux de chaleur ou au contraire Alors absolument pas, c'est certainement pas un frein, au contraire, on pense que c'est une opportunité. Il faut absolument accompagner cette sobriété énergétique. Naïvement, on pouvait penser que, étant opérateur énergétique, on avait tout intérêt à vendre plus d'énergie. On sait très bien que il y aura structurellement, et il faut du reste, qu'il y ait des réhabilitations thermiques de bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire de la réduction de consommation énergétique ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous gardez de la capacité à pouvoir étendre vos réseaux de chaud ou vos réseaux de froid. Donc, c'est certainement pas antinomique. Et au contraire, je pense qu'il faut le renforcer. C'est le sens de l'histoire. Et il faut aller vers cet accompagnement. Et vous savez, on parle énormément de data, de data science, du numérique qui est en train aussi de révolutionner tout un tas de métiers. Il est évident que la data de l'énergie, pas la data to énergie, mais la data de l'énergie va aussi être déterminante pour pratiquer ces accompagnements et pour pouvoir justement délivrer autant avec moins. Voilà. C'est quoi un peu l'histoire des réseaux de chaleur? Comment ça s'est développé en France? Le vrai démarrage, il a plutôt été à l'ère industrielle. Ça a démarré dans les années 30, dans des grandes villes, Paris, Lyon. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça a surtout été des développements en réaction, et notamment en réaction à des crises énergétiques, notamment dans les années 70 et 80, et choc pétrolier. Donc là, la France qui, elle, d'un côté, avait une politique très volontariste sur le nucléaire, et en même temps,
sur cette partie fossile, eh bien, il fallait commencer à rationaliser les énergies à mobiliser pour pouvoir chauffer des bâtiments qui poussaient à l'époque aussi. Il faut toujours mettre ça en perspective avec des évolutions démographiques. Et en fait, la solution de chauffage urbain, c'était la solution idéale pour pouvoir chauffer de grands ensembles de logements collectifs à moindre coût ou à coût maîtrisé. Donc en fait, on voit bien, c'est les chocs pétroliers aussi qui ont été un accélérateur. Et puis après, les différentes lois relatives à la transition énergétique qui, elles aussi, ont contribué au développement massif des réseaux de chaleur. Enfin, et ça malheureusement tout le monde l'a observé, crise ukrainienne, crise énergétique, où les collectivités ont pu mesurer toute la dépendance qu'il y avait à un moment donné par rapport aux énergies fossiles. Et c'est là que le concept de sécurité énergétique, on appelle ça la souveraineté énergétique, mais en fait c'est de la sécurité énergétique, eh bien, a été mise en exergue. Et on est en train de s'apercevoir que l'idéal, c'est d'utiliser les ressources qui sont présentes localement. Et justement, les énergies qui ont été valorisées dans les réseaux de chaleur, ça a toujours été les mêmes ou au fur et à mesure des années, on a pu observer des différences? En fait, on a observé des différences, on observe même ce qu'on appelle des générations de réseaux de chaleur, puisqu'on arrive à la 5e génération. Évidemment, les premières générations mobilisaient des énergies fossiles avec peu de stockage. Et puis, au fil de l'eau, on est venu intégrer plus d'énergie renouvelable. Et maintenant, dans ces 5e générations de réseaux de chaleur, eh bien, on va intégrer de nouvelles énergies, notamment ce qu'on appelle le data to energy. On va essayer de maximiser toutes les énergies, à la fois locales, mais surtout de récupération, c'est-à-dire des énergies qui, autrement dit, étaient fatales. Il y a encore 20 ans, on disait que ça partait aux petits oiseaux. Toutes ces énergies-là, il y a un besoin impérieux d'aller les récupérer pour pouvoir les utiliser dans ces structures. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la France avait du retard par rapport aux autres pays européens. J'ai retenu le chiffre de 5% des besoins de chaleur en France contre 10-12% en Europe. Comment vous Oui. expliquez ce retard par rapport aux autres pays? Je pense que ce retard, il était à la fois culturel, parce que les réseaux de chaleur ne jouissent pas d'une notoriété dingue. Donc c'est culturel, et puis ça répondait aussi à une politique énergétique pour laquelle la France a quand même orienté des choix stratégiques sur le développement du nucléaire. Le gaz aussi s'est développé en parallèle pendant ces années-là, et finalement il y avait cet équilibre qui se trouvait naturellement. Mais en clair, pourquoi est-ce qu'on est en retard? Je pense que c'est lié à ces deux phénomènes. Et puis après, il y avait aussi un sujet de compétitivité, parce que malgré tout, il faut que cette chaleur elle soit abordable. Et il faut comprendre que les pouvoirs publics se sont emparés du sujet dans les années 2010-2012, où on a vu apparaître en fait l'ADEME et notamment le Fonds Chaleur pour soutenir au développement de ces types d'investissements, parce que quand on parle de chaleur, on parle d'investissement à l'échelle de territoire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur le fonds chaleur? Alors le fonds chaleur, c'est un fonds qui est dédié à la chaleur, alors pas que urbaine, aussi à de la chaleur dédiée à l'industrie. Donc ce fonds, il y a encore 2 ans, il était à 350 millions. On voit qu'il y a une nette progression. Aujourd'hui, c'est 520 millions. On a bon espoir que ce fonds soit encore abondé pour tangenter, on l'espère, le milliard. Ce fonds, aujourd'hui, il est doté de 520 millions qui vont aider à financer des centaines de projets au niveau national, et notamment à venir équilibrer une partie d'investissement afin que le prix final qui va être proposé à l'abonné soit compétitif par rapport à ce qu'on appelait une solution ou une situation de référence, quand avant d'être accordé à un réseau de chaleur, il pouvait par exemple être alimenté par le gaz. Et justement, quels sont les objectifs, les perspectives de développement pour les réseaux de chaleur en France? L'avenir, il est un fort développement. On peut déjà se projeter à 2030. On a conduit une étude, ça c'est l'association Viaceva avec le SNCU, avec l'ADEME, qui a conduit cette étude de recensement
Et en fait, la conclusion, c'est qu'il y a près de 1300 nouveaux réseaux de chaleur qui peuvent se créer d'ici à 2030 et 300 réseaux existants qui auront la possibilité de s'étendre, de se verdir et de se décarboner. On est à une dynamique qui sera une dynamique de doublement encore du parc actuel. Aujourd'hui, c'est 30 TWh de chaleur livrée, avec près de 62,6% d'énergie renouvelable et de récupération. Ça fait à peu près 19 TWh d'énergie renouvelable aujourd'hui. On sait que d'ici à 2030, on pourrait tangenter à plus d'un doublement, voire un triplement de ces livraisons de chaleur. Et en tout cas, on s'inscrit dans une dynamique où le taux d'ENR, lui, doit progresser vers les 75% d'ici à 2030. Et ça, c'est les objectifs que la France s'est fixés, du coup? Alors, c'est des objectifs qu'on retrouvera dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il faut avoir conscience que ces derniers temps, il y a eu des signes forts du gouvernement pour aider le renforcement de cette filière, notamment avec un classement automatique des réseaux. À partir du 1er juillet, il y a plus de 600 réseaux en France qui vont être classés. Et donc, ça va permettre aussi au développement, à la densification de ces réseaux. Il y a eu cet abondement du fonds chaleur, hein, on est passé de 350 à 520 millions. Il y a par ailleurs tout un tas d'opérations, MaPrimeRénov', le coup de pouce raccordement qui sont établis. Et puis dernièrement encore une opération de l'ADEME qui s'appelle Une ville, un réseau, et donc qui vise à financer 80% d'une étude de faisabilité pour pouvoir justement réaliser un réseau de chaleur, ce qui est relativement inédit. Il y a eu un épisode 1 l'année dernière, ils viennent de renouveler cette opération, donc on voit bien qu'il y a une dynamique forte pour le développement des réseaux de chaleur. Et je voudrais dire aussi, et de froid. Pour le froid, on est à 32 réseaux de froid en France pour 0,8 TWh de froid. On va avoir des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Il est aussi urgent de penser à ces solutions qui sont très vertueuses, qui vont utiliser 2 fois moins d'énergie électrique que les solutions conventionnelles, qui vont être beaucoup plus respectueuses de l'environnement, qui vont éviter les îlots de chaleur, voilà, et qui permettent elles aussi de mutualiser l'énergie à l'échelle de territoire. Et un réseau de froid, c'est quoi sa différence avec un réseau de chaleur? Est-ce qu'un réseau de chaleur, ça peut être compatible avec un réseau de froid sur le même territoire? Alors oui, c'est une excellente question. Alors effectivement, hein, le mécanisme, d'un côté vous allez avoir des chaudières ou d'autres process de récupération de réseaux de chaleur. Sur un réseau de froid, vous allez avoir des groupes froids ou des thermofrigopompes ou des packs à absorption, ou qu'elle utilise aussi des énergies que vous pouvez trouver par exemple dans des lacs, dans des rivières, puisque le réseau de Paris, hein, Fraîcheur de Paris, utilise aussi du rafraîchissement via la Seine et utiliser des énergies de type free cooling. Donc il y a soit le réseau de chaud et le réseau de froid, et vous trouvez aussi les deux. Par exemple, on a aussi un à Marseille qui s'appelle Tassiera qui va faire du chaud et du froid. Donc les deux systèmes vont coexister. Généralement, on est plus sur du chaud pour du résidentiel, des logements, mais également des bureaux. Et on va être plus sur du tertiaire pour le froid. Donc ça va être par exemple des centres commerciaux, des musées, des hôpitaux et des bureaux. L'avenir aussi du froid ou du frais urbain, ce sera à terme aussi d'aller vers une partie du résidentiel. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait créer environ 1300 réseaux de chaleur en France. Ouais. Ces réseaux de chaleur, où est-ce qu'on peut les créer? Comment on sait si un territoire est adapté pour accueillir un réseau de chaleur? En clair, ces 1300 réseaux de chaleur, ils vont être répartis sur tout le territoire national. Partout où il n'y a pas de réseau de chaleur, mais où il y a malgré tout une densité thermique qui soit suffisante pour légitimer la création d'un réseau de chaleur. Donc ces densités thermiques, hein, c'est combien je vais utiliser d'énergie par rapport au linéaire que je vais devoir déployer dans la ville, et ça, il faut que ça trouve son optimum, sans quoi le prix ne serait pas attractif, abordable,
et supportable. Eh bien, tout ça, ça a été analysé et ça a donné ces données de 1300 réseaux. Et la différence du développement qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y aura aussi énormément de réseaux en ruralité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de grands réseaux de chaleur. Là, on va avoir aussi des petits réseaux de chaleur et qui vont se développer en connectant 2, 3, 4 bâtiments au sein d'une municipalité. Au niveau des énergies pour alimenter ces réseaux de chaleur, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Comment on les sélectionne? Comment on les priorise? Alors, je vais d'abord vous parler de l'ensemble des énergies qu'on arrive à mobiliser sur ces réseaux de chaleur. On a la biomasse bois. On va avoir la chaleur qu'on va récupérer d'usines de valorisation énergétique. Dans ces usines, c'est là où on va en fait brûler les ordures ménagères. Quand vous brûlez ces ordures ménagères, vous récupérez de la thermie et vous pouvez en même temps produire de l'électricité. Ensuite, il va y avoir aussi les nouvelles énergies qu'on est en train d'intégrer, qui s'appellent le data to energy. En fait, le data to energy, c'est les data centers qui avaient de gros besoins pour refroidir en fait les serveurs. Aujourd'hui, cette chaleur qui était avant perdue, on va la récupérer sur des réseaux de chaleur. Faut pas oublier non plus une énergie qui en ce moment est sous les feux de la rampe, qui est la géothermie, qu'elle soit de surface ou basse énergie. Cette géothermie qu'on va pouvoir soit aller chercher à 200 mètres, c'est ce qu'on appelle la géoénergie, elle est disponible sur 95% du territoire, soit au-delà de 200 mètres, où on pourra aller forer jusqu'à 2000, 3000 mètres pour aller chercher par exemple une chaleur qui sera entre 60 et 80 degrés. Celle-ci en revanche, elle va concerner 3 bassins, l'Île-de-France, la région Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, on est en train de récupérer aussi de la chaleur sur les eaux usées. On voit du développement sur du solaire thermique, parce qu'on connaît bien le solaire photovoltaïque, il existe aussi le solaire thermique. Et enfin, je voudrais le dire, il y a aussi le gaz qu'on utilise, qui est une énergie de flexibilité, qui est une énergie disponible, et bien évidemment la transition au gaz, qui est le biogaz. Donc on arrive dans un réseau de chaleur à pouvoir mobiliser l'ensemble de ces énergies. Après, ce qui va se passer, c'est que forcément, on va essayer d'en privilégier par rapport aux autres, et ça va être une question de disponibilité. L'ADEME, du reste, a un système, un merit order, à analyser les énergies les plus disponibles sur le territoire pour privilégier d'abord l'usage des premières énergies disponibles. Par exemple, si vous avez une usine de valorisation énergétique qui est à quelques kilomètres du réseau, il sera plus intelligent d'aller la connecter que de créer, par exemple, une chaufferie biomasse bois. Voilà. Une petite question sur la biomasse. On entend dire que la biomasse n'est pas forcément une énergie renouvelable puisqu'on rejette du CO2 lors de sa combustion. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ce que j'ai à dire, c'est que c'est une énergie aujourd'hui qui est largement répandue sur les réseaux de chaleur, qui va puiser en fait son approvisionnement dans des circuits courts. Chaque installation qui s'est créée, en fait, il y a eu un sujet vertueux dans ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement de la ressource, et qui, elle, est durable, puisque la ressource qui est utilisée et les arbres qui sont replantés, aujourd'hui, en analyse de cycle de vie, il y a quand même une très légère émission de carbone sur le bilan. Maintenant, elle reste très, 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 très en deçà d'autres énergies qui peuvent être mobilisées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des procédés industriels qui sont utilisés pour chauffer les réseaux de chaleur. Elles sont sous surveillance des valeurs de limite d'émissions de polluants, y compris en termes de particules, puisqu'elles disposent de systèmes de filtration qui généralement présentent des seuils en opération qui sont largement en dessous de ce qui est autorisé par la préfecture et l'administration. Comment est-ce qu'on peut rendre ces réseaux de chaleur encore plus vertueux dans les années à venir? Alors, déjà, pour les rendre plus vertueux, il va falloir qu'on continue à les verdir et à les décarboner, c'est-à-dire à continuer de progresser dans le taux d'énergie renouvelable et de récupération. Pour progresser, c'est aller maximiser l'utilisation de tout un tas de ressources qui peuvent être éparpillées
sur un territoire qui n'avait pas jusqu'alors d'avantage peut-être à venir se connecter sur un territoire. Donc ça veut dire qu'on va aller aussi vers de la tiers production d'énergie, c'est-à-dire peut-être des énergies qui n'étaient pas soit prévues, soit mobilisées dès le démarrage du développement du réseau de chaleur, et puis qui au fil du temps de ce qu'on appelle de la densification et du développement de ce réseau, ça va prendre du sens. Aujourd'hui, il y a tout un plan de décarbonation de l'industrie. Vous avez plusieurs industriels qui se trouvent en marge de collectivités. Avant, on pensait qu'aller raccorder une UVE ou un industriel à 10 km ou à 5 km, c'était quelque chose d'impossible. Eh bien, avec le temps, on est en train de se rendre compte que c'est justement quelque chose de possible et quelque chose qu'il faut renforcer. L'autre sujet, ce sera très certainement une tendance que je vois aussi au développement de stockage thermique. Imaginez-vous votre ballon d'eau chaude que vous avez chez vous, vous l'agrandissez de manière assez importante et vous avez ce stockage thermique qui est en fait une énergie tampon qui vous permet de stocker de l'énergie quand elle est la moins chère et puis ça permet aussi d'écréter, alors ça c'est un mot technique pour dire que quand on a des pointes de demande, la pointe de demande c'est quand tout le monde entre 6h et 7h du matin va aller prendre sa douche, ça va être de travailler de manière très fine sur l'analyse justement de cette demande et de cette offre de chaleur qu'on doit apporter avec des systèmes qui vont réguler de l'énergie. Donc moi je prédis aussi un bel avenir à ces systèmes-là. Et puis le dernier point, c'est que il va y avoir un sujet, notamment par rapport au poids carbone de ces solutions, qui va être de plus en plus prégnant, même dans la conscience citoyenne. On le voit aujourd'hui, ce type d'infrastructure, les réseaux de chaud et de froid, il y a tout un tas de personnes qui commencent à faire du financement participatif local pour aussi participer à l'essor de ce type d'infra. Et donc, je pense que c'est une boucle vertueuse qu'il va y avoir pour que, justement, il y ait un entraînement, un effet d'emballement au développement des réseaux de chaud et, je le rappelle, aussi des réseaux de froid. Est-ce que vous voulez rebondir sur un sujet qui vous tient particulièrement au cœur, qu'on n'aurait pas bien abordé? Moi, le sujet qui me tient à cœur, c'est la notoriété et la visibilité de ces réseaux de chaleur et de ces réseaux de froid. Là, on est en train de sortir un jeu vidéo en réalité virtuelle. Vous le verrez sur les réseaux sociaux, il s'appelle Geodino. C'est pour la connaissance du réseau de chaleur, mais aussi dans ce premier épisode, pour pouvoir vulgariser de la géothermie. Donc, en jouant pendant 1 heure à jeu, vous en saurez beaucoup, parfois autant que des gens qui exploitent, en tout cas qui ont déjà visité une géothermie dans leur vie. Pourquoi aller vers ce champ-là? C'est que on va avoir aussi besoin de sensibiliser et besoin de faire connaître qu'il va y avoir tout un tas de métiers liés à la transition énergétique, notamment pour les réseaux de chaud et de froid, qu'il va y avoir des milliers d'emplois qui vont s'ouvrir pour qu'il y ait des techniciennes d'exploitation qui puissent aller vers ces métiers, des ingénieurs, des gens qui doivent aussi commercialiser ces réseaux. Et on pense qu'il était vraiment important de sensibiliser toute une génération qui aujourd'hui n'a pas connaissance de ces filières. Nous tenons à remercier infiniment Alexis Goldberg pour avoir accepté notre invitation et nous avoir fait part de son expertise. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci de votre écoute et à bientôt.